Gambetta. Ce nom vous est sans doute familier. Qui ne connaît pas une rue, une avenue ou encore une place qui porte ce nom? Moi. Non, mais c'est une façon de parler. De toute façon, toi, tant qu'il n'y a pas de pyramide, hein. Allez, fous-moi le camp. C'est pénible, ces caméos impromptus comme ça. Mais qui était Léon Gambetta? Et qu'est-ce qui justifie, encore aujourd'hui, qu'il soit aussi présent dans l'espace public? C'est ce qu'on va voir en visitant sa dernière demeure, la maison des Jardins de Sèvres, devenue, après sa mort, un véritable lieu de pèlerinage républicain. Léon Gambetta naît en 1838 à Cahors, dans une famille d'origine italienne. Il demeure proche toute sa vie de ses parents, Marie-Magdeleine et Joseph, ainsi que de sa jeune sœur, Benedetta. Non, mais c'est pas la même. À l'école, bien que turbulent, Gambetta se montre très bon en histoire, en latin et en rhétorique. Véritable pile électrique, il a cependant une santé fragile. Il souffre toute sa vie d'une appendicite mal soignée, avant de se blesser à l'œil droit en 1849 en visitant un atelier de coutellerie. Son œil devient protubérant et est recouvert d'une pellicule blanchâtre, ce qui l'amène finalement à se faire énucléer en 1867. En 1851, il entre dans un lycée jésuite. Il s'y montre défiant aussi bien envers la religion qu'envers l'enseignement, aux grandes dames de son père. En 1856, à 18 ans, il obtient son baccalauréat ès-lettres, ce qui correspond à l'époque à un véritable brevet de bourgeoisie et un sésame lui ouvrant l'avenir. Il entame alors un grand tour en Italie du Nord, depuis Nice jusqu'à Gênes et à Turin. Puis, en 1857, Gambetta s'installe à Paris pour étudier le droit à la Sorbonne. En 2 ans, il obtient un baccalauréat en droit puis une licence, mais échoue aux épreuves qui lui auraient permis d'enseigner. Il devient donc avocat et plaide pour la première fois le 15 août 1861. Il a alors 23 ans et vient d'être naturalisé français. Au XIXe siècle, la France change souvent de régime politique. Dans cette agitation, Gambetta s'affirme très tôt comme un partisan de la République. Et par son métier d'avocat, il va en défendre le principe et les militants face au Second Empire de Napoléon III. En 1862, il plaide en faveur d'Ernest Picard, député républicain élu en 1857, accusé de délit de presse. La même année, il défend un jeune ouvrier mécanicien de 22 ans, Louis Buette, dans le procès des 54, une conspiration totalement improvisée. Les mecs voulaient capturer Napoléon III comme ça, sans plan. Juste, ils arrivent et hop! Gambetta se fait remarquer par son réquisitoire contre le régime impérial et parvient à limiter la sentence à 3 mois de prison. Ce fait d'armes lui permet d'acquérir une petite réputation et de travailler ensuite avec Adolphe Crémieux, un pilier du mouvement républicain. Grâce à lui, Gambetta intègre les milieux d'opposition. D'abord au salon de Juliette Adam, où il rencontre Jules Ferry, mais surtout la conférence Mollet. C'est une réunion d'avocats qui, selon Gambetta, est une véritable assemblée politique où il y a une gauche, une droite, un centre. C'est là que sont formés tous les hommes politiques de France, c'est là la véritable école de la tribune. C'est en 1868 que sa notoriété s'affirme, lorsqu'il assure la défense de Charles de l'Écluse. Celui-ci est un vétéran de la Révolution de 1848, qui lève des fonds pour ériger un monument à la mémoire du député Baudin, un républicain tué sur les barricades lors du coup d'État du 2 décembre 1851. Le coup d'État a permis à Napoléon d'imposer le Second Empire. Et on est sous le Second Empire, donc autant vous dire que l'initiative de Delescluze, elle passe assez mal. La plaidoirie de Gambetta est une accusation en règle contre les bonapartistes. N'hésitant pas à souligner le caractère illégal du régime, il fait forte impression sur l'opinion publique. Fort de cette renommée, Gambetta se présente aux élections de 1869.
Il défend le programme de Belleville, avec l'extension des libertés publiques, la séparation de l'Église et de l'État, l'élection des fonctionnaires, la suppression des armées permanentes, les réformes économiques au nom des principes de justice et d'égalité sociale, et instauration de la République, évidemment. Candidat à Paris et à Marseille, oui, à l'époque on peut faire ça, c'est finalement pour la cité phocéenne qu'il décide de siéger. Sa campagne est faite de réunions nombreuses et de toutes tailles, même auprès d'électeurs modérés, une technique propre aux républicains face aux candidatures officielles. Un candidat officiel est un candidat proposé et financé par le gouvernement, avec l'espoir que celui-ci soutienne sa politique durant la législature. Enfin en théorie. Toutefois, l'Empire entame une évolution notable. Il amorce un virage libéral qui laisse entrevoir une future monarchie parlementaire sur le modèle britannique. Ça ne change pas grand-chose pour Gambetta, qui fait partie des républicains irréconciliables. Pour lui, l'Empire est né d'un coup d'État, c'est-à-dire d'un péché originel qu'il est impossible de pardonner. À la Chambre, Gambetta refuse ainsi tout compromis avec les bonapartistes et se fâche avec certains ténors de gauche favorables au dialogue, à l'image de Jules Simon. Pas mange des morts! Le 2 janvier 1870, lorsque le libéral Émile Ollivier devient chef de gouvernement, Gambetta le crucifie dans un discours acide. Vous n'êtes qu'un pont entre la République de 48 et la République à venir, et ce pont, nous le passons. En mai de la même année, les électeurs approuvent par plébiscite les réformes libérales engagées par Napoléon III, ce qui semble renforcer l'Empire. Mais les républicains ne lâchent rien. Le plébiscite dans lequel on avait cru nous abattre n'a fait que déblayer la situation. L'Empire n'est rien d'autre que la bureaucratie organisée par les 10 régimes qui l'ont précédé. En juillet 1870 éclate le conflit contre la Prusse. Tandis que Gambetta et les républicains votent les crédits de guerre sans enthousiasme, l'affrontement tourne vite à la catastrophe. Le 4 septembre, Paris apprend la capitulation de Napoléon III à Sedan. Gambetta en profite. Tandis que le Parlement est envahi par la foule, il proclame la déchéance de la dynastie, puis l'avènement de la République depuis l'Hôtel de Ville. Un gouvernement de la Défense nationale se met alors en place, dans lequel Gambetta occupe le poste de ministre de l'Intérieur. Mais à partir du 19 septembre, Paris est totalement encerclé par les Prussiens. Une délégation est alors envoyée à Tours pour organiser la libération de la capitale. Malgré la guerre, cette délégation menée par Crémieux souhaite organiser des élections générales pour légitimer le gouvernement. Compte tenu de l'urgence militaire, sa proposition est rejetée, tandis que Gambetta est désigné pour reprendre les choses en main. Le 7 octobre, il s'envole en ballon depuis Montmartre. Après avoir atterri dans la Somme, il arrive à Tours le 9. Commence alors ce que ses détracteurs appellent sa dictature. Il réorganise tout et annule les élections. Des civils se voient attribuer des grades militaires provisoires, tandis que Giuseppe Garibaldi, héros de l'unification italienne dont la ville de Nice est désormais française, se voit confier un commandement. Comme chef d'état-major, Gambetta s'appuie sur le polytechnicien Charles de Freycinet, mais il sollicite également des officiers de diverses tendances, les monarchistes Dorel de Paladine ou Charette, le bonapartiste Bourbaki ou le républicain Faidherbe. Néanmoins, la reddition du maréchal Bazaine à Metz, le 31 octobre, est l'occasion de condamner définitivement le régime déchu, avec un peu moins de diplomatie pour les bonapartistes. Sur beaucoup d'aspects, l'action de Gambetta anticipe la mobilisation générale de 1914. Les décrets de mobilisation des hommes célibataires puis mariés de 20 à 40 ans, la passation de marchés de guerre, les prêts à l'étranger, l'action des préfets dans le maintien de l'ordre, ou encore l'organisation d'une propagande pour maintenir le moral de l'arrière. Tout n'est pas idéal pour autant. Certains préfets résistent, comme à Toulouse et dans l'Ouest, tandis qu'une méfiance s'installe à l'égard des mobilisés bretons. En gros, Gambetta craint que ces catholiques fervents se retournent contre la République, comme avaient déjà pu le faire les Vendéens et les Chouans,
pendant la Révolution. Malgré les efforts, la situation militaire est désespérée et la coordination des diverses armées vers Paris s'avère impossible. Le 9 décembre, la délégation du gouvernement provisoire quitte Tours pour Bordeaux. Le 2 janvier, Gambetta est à Lille, où il rappelle « La paix, ne l'oubliez pas. C'est la cession et la mutilation de la patrie. » Peine perdue. Toutes les armées sont battues à la fin du mois. Gambetta apprend par Bismarck l'armistice imposé à Paris. Gambetta démissionne. Dans la défaite, Gambetta est élu député du Bas-Rhin en février 1871. Mais il démissionne dès le 1er mars, ulcéré d'apprendre que l'Alsace-Moselle soit cédée au tout jeune empire allemand. Malade et fatigué, il se retire auprès de sa famille et ne participe pas à la Commune de Paris. Cependant, Gambetta revient dans l'arène politique dès le mois de juillet, comme élu de la Seine. Face à un parlement monarchiste qui a signé la paix et cédé 3 départements, il se lance à corps perdu dans la bataille pour la République. Moqué par ses adversaires pour ses nombreux voyages en France et à l'étranger, il devient le commis voyageur de la République. Il crée également un quotidien, la République française, afin de diffuser les idées républicaines et marteler sa conviction que le pays doit s'affranchir des influences étrangères, afin de tracer sa propre voie. La défaite de 1871 marque profondément Gambetta. D'une part, il souhaite réformer l'armée, surtout ses cadres, et accroître les effectifs par la mobilisation des citoyens. D'autre part, si l'Alsace-Lorraine doit rester dans les esprits, Gambetta s'abstient d'entretenir tout sentiment revanchard. Pensons-y toujours, n'en parlons jamais. De son point de vue, la France n'a pas les moyens d'entamer une nouvelle guerre, d'autant que, aux yeux des Européens, elle apparaît responsable de la précédente. Une dépêche venue d'Allemagne! Oh non, pas encore. De plus, il faut consolider le nouveau régime, et lui associer un idéal de paix, intérieur comme extérieur. Bref, la France, pour reprendre son rang dans le monde, doit d'abord réussir sa République. Et la République, aux yeux de Gambetta, c'est la démocratie au suffrage universel, sous-entendu masculin. L'enjeu n'est pas seulement de réunir les républicains divisés par la guerre pour avoir une majorité à la Chambre des députés, il s'agit aussi d'étendre cette présence dans les départements et dans les villes. Pour cela, il faut mobiliser des électeurs jusqu'alors écartés du pouvoir, que Gambetta désigne comme les nouvelles couches sociales. Petits artisans, notables, mais également ouvriers et paysans. Pour lui, tous ont vocation à remplacer les anciennes élites aristocrates et bourgeoises. En fait, Gambetta n'a rien d'un révolutionnaire ou même d'un socialiste. Il reste un libéral et compte des banquiers parmi ses proches. Néanmoins, il adhère à l'idée de justice sociale, ou encore à la redistribution des richesses qui produirait l'égalité. Il défend ainsi les droits de réunion et d'association, et par extension, la création des syndicats. Enfin, la laïcité, 4e pilier de la pensée de Gambetta, s'incarne dans 2 combats. Le premier, c'est l'école publique, laïque et obligatoire. Elle doit former les futurs citoyens, développer leur culture scientifique et lutter contre les superstitions qu'il reproche à l'Église catholique. Le second combat, c'est justement cette lutte contre l'influence des milieux religieux. Depuis 1870, ceux-ci ont rejeté le gallicanisme, une doctrine qui rend l'Église de France plus ou moins autonome, pour reconnaître l'infaillibilité du pape, et donc sa supériorité sur les lois nationales. Pour Gambetta, la laïcité est alors une garantie d'indépendance de la France contre cette influence étrangère. Durant les 7 années qui suivent, Gambetta défend farouchement ses idéaux. En 1873, il se réjouit de l'échec des monarchistes à rétablir la couronne en élisant le maréchal de MacMahon, président de la République. En mars 1876, les républicains sont majoritaires, mais désunis entre radicaux, Union républicaine et gauche républicaine. Gambetta obtient cependant la présidence de la commission du budget et les prises de bec qui vont avec. Oui, parce que quand on parle de gros sous,
on se dispute. Normal. Entre-temps, en 1872, Léon Gambetta rencontre Léonie Léon. Et oui, c'est rigolo parce qu'il y a plein de Léons, mais ce sont bien leurs vrais noms. Leur relation devient rapidement intime, mais c'est surtout la passion pour la vie politique qui les unit. Si les femmes n'ont pas encore accès aux droits de vote et de représentation, celles qui appartiennent à ces cercles se révèlent des conseillères incontournables, aussi bien informées que les hommes. Ainsi, Léonie échange quotidiennement avec Gambetta sur toutes ses décisions, que ce soit pour le conforter ou le mettre en garde. Mais leur relation reste discrète, d'autant que Léonie est peu appréciée de l'entourage de Gambetta. C'est finalement la crise du 16 mai 1877 qui fait de Gambetta le meneur incontestable des Républicains. Ceux-ci s'inquiètent alors de l'activisme des catholiques conservateurs qui relaient jusqu'au Sénat le message du pape. Celui-ci souhaite faire pression sur la France pour qu'elle force l'Italie à lui restituer les États pontificaux. Pour Gambetta, il s'agit d'une atteinte directe à la souveraineté de la France. Le 4 mai, il prononce alors un discours virulent qu'il conclut en 4 mots acérés. Le cléricalisme, voilà l'ennemi. Considérant que les catholiques sont trop peu défendus, le président MacMahon exige la démission du président du Conseil, Jules Simon, qui est remplacé le 16 mai par le monarchiste Albert de Breuil. Dès le lendemain, Gambetta fait voter une motion affirmant que le président de la République doit nommer un président du Conseil issu de la majorité parlementaire. Le 18 mai, les débats sont ajournés, tandis que la censure s'abat sur la presse et que des milliers de maires et de fonctionnaires sont révoqués. Le 25 juin, la Chambre des députés est dissoute et la candidature officielle est rétablie pour les soutiens du président. Dans ce contexte, Gambetta bat le rappel des Républicains, et les locaux de son journal, La République française, deviennent le quartier général de la campagne. Par ailleurs, les contemporains soulignent le parallèle avec la Révolution de 1830. Une majorité contre le chef de l'État, une dissolution, ou encore la censure de la presse. Même le vieil Adolphe Thiers, clé de voûte de cet événement, estime que Gambetta ne va pas assez loin. Le 8 septembre, aux obsèques de ce dernier, Gambetta et Ferry notent le caractère fortement politique de l'hommage qui lui est rendu. Les élections d'octobre 1877 confirment la majorité républicaine. Les députés votent immédiatement l'instauration d'une commission d'enquête sur la crise du mois de mai. De Broglie menace alors d'une seconde dissolution, mais démissionne le 17 novembre. Le 13 décembre, il est remplacé par le républicain Jules Dufort, qui intègre le gambettiste Charles de Freycinet aux travaux publics. Le 15, MacMahon reconnaît sa défaite face au Parlement. La République devient définitivement républicaine. C'est la victoire de Gambetta et le début de son déclin. L'année 1878 est relativement calme, car Gambetta souhaite conquérir le Sénat, qui renouvelle un tiers de ses effectifs le 5 janvier 1879. Pour cela, pas de témérité, pas de dissidence. Stratégie gagnante, puisque les Républicains remportent 66 des 75 sièges en jeu. Le président MacMahon prend acte de la victoire écrasante des Républicains. Il démissionne le 30 janvier pour être remplacé par le républicain Jules Grévy. Si Gambetta espère être nommé à la tête du gouvernement, c'est vite oublier les querelles qu'il a eues avec Grévy à la commission du budget. Le nouveau président lui préfère William Waddington, qui a un nom anglais mais il est français. Comme une consolation, Gambetta obtient le perchoir, c'est-à-dire la présidence de la Chambre des députés. Mais pour Paul Cambon, préfet du Nord, c'est un cadeau empoisonné. En effet, l'ancien avocat détonne dans son rôle. Non seulement il conserve la présidence de la commission du budget, mais en plus, il passe outre la neutralité qu'exige sa fonction de président de l'Assemblée, en intervenant à plusieurs reprises dans les débats. Après le départ de Waddington, il dicte lui-même à Freycinet, devenu président du Conseil, les 2 décrets qui dissolvent les jésuites et forcent les congrégations religieuses à respecter la loi de la République. Il appuie ensuite ouvertement Jules Ferry contre le droit des religieux d'enseigner à l'université publique.
Il pèse également indirectement sur les démissions de Waddington et de son successeur Freycinet, avant de soutenir la loi d'amnistie complète des communards. Sur les questions coloniales, il soutient l'intervention française en Tunisie, qui se passe mal, et soutient également le rattachement des administrations algériennes au ministère parisien. Et comme le consul général d'Alger, qui va perdre l'essentiel de son autorité, c'est le frère de Jules Grévy, le rabibochage, c'est pas... Tout cela lui vaut de nombreuses critiques sous les 3 gouvernements républicains qui se succèdent entre 79 et 81. Certes, la droite bonapartiste cherche à le déstabiliser, mais le camp républicain aussi se divise sur son attitude. Certains lui reprochent de ne pas aller assez loin dans ses interventions, tandis que d'autres considèrent qu'il porte atteinte à l'indépendance de la Chambre des députés. C'est le cas notamment de Georges Clemenceau, qui n'hésite pas à parler de gouvernement occulte de Gambetta. Comme l'a prédit Paul Cambon, Gambetta reste incontournable, mais il perd des alliés et voit son autorité contestée. Avec la démission de Jules Ferry, empêtré dans l'affaire tunisienne, Gambetta prend enfin la tête d'un gouvernement en novembre 1881. Bien joué, gros. Tout lui sourit, mais rien ne va se passer comme prévu. En théorie, il devrait être soutenu par l'Union républicaine, qui a remporté les élections législatives quelques mois plus tôt. Mais devant son caractère et son attitude des dernières années, les ténors républicains refusent d'intégrer son cabinet et forment une opposition parlementaire contre lui. Malgré des innovations notables, comme le rattachement des colonies de la marine au commerce, la création d'un ministère de l'agriculture autonome ou celle d'un éphémère ministère des Arts, c'est sur le projet de réforme de la Constitution que Gambetta s'échoue. Mis en minorité, il démissionne après seulement 2 mois. Freycinet commente « La Chambre, soulagée au fond, le vit partir avec stupeur. Le chêne était abattu, mais quel vide il laissait derrière lui. » Et dans ce contexte politique intense, Gambetta ressent le besoin de s'éloigner de l'agitation parisienne. Entre Sèvres et Ville d'Avray, il achète une maison de vigneron, ayant appartenu brièvement à Balzac, et où il peut aussi retrouver Léonie Léon, à l'abri des regards indiscrets. Dans ce lieu, il médite sur sa défaite, avant de reprendre la route entre Nice, Marseille et l'Italie du Nord, où il constate que sa popularité reste grande. Puis, c'est le retour à la Chambre, où son action se concentre sur 2 aspects. Le renforcement militaire de la France et son rayonnement international. Au mois de mai, il apporte symboliquement sa signature à la Ligue des Patriotes de Paul Déroulède, qui est à l'origine un mouvement certes nationaliste, mais aussi pro-républicain. Ça n'a pas duré longtemps par contre. Il reste aussi très au fait des événements internationaux. Devant les interventions britanniques en Égypte, Gambetta encourage la coopération avec le Royaume-Uni, tout en jugeant sévèrement la passivité française. À ses yeux, le gouvernement Freycinet est une honte nationale, qui ne défend pas assez les intérêts du pays à travers le monde. Plus largement, il exprime beaucoup d'amertume envers une chambre qu'il juge idiote et pourrie, ainsi que d'un président sénile et entêté. Mais ce retour en politique est affecté par sa vie privée. En septembre 1882, Léonie rencontre enfin le père de Gambetta, Joseph, qui consent à leur mariage. Puis, le 27 novembre, survient le drame des Jardis. Gambetta se blesse à la main avec son nouveau pistolet, obtenu la veille. Les rumeurs accusent à tort Léonie. Si la blessure est soignée en 2 semaines, elle empêche de diagnostiquer le véritable mal qui ronge Gambetta. Sa péritonite mal soignée qui s'aggrave subitement. Une 12aine de médecins l'entourent, dont le célèbre professeur Charcot, qui écarte l'urgence d'une opération. Seul Odilon Lannelongue en prend conscience, mais personne ne veut prendre le risque de rater l'opération. Son état se dégrade fortement le 31 décembre 1882. Il perd conscience dans la soirée et entouré de ses proches. Il s'éteint à 23h55. L'annonce du décès de Gambetta le 1er janvier 1883 est un immense choc. Les hommages se multiplient et les amis se succèdent aux Jardis.
En attendant les obsèques nationales, prévues le 6 janvier au Père-Lachaise, le cercueil est exposé dans le bureau du président du conseil, où une grande foule lui rend un dernier hommage. Cependant, il ne s'agit que d'une inhumation temporaire. Le père de Gambetta exige en effet le corps de son fils, qui arrive à Nice le 13 janvier. Malgré une fin de vie mouvementée et contestée, l'héritage de Gambetta reste fort. D'abord, il permit à de nombreux responsables politiques de se former au gouvernement de l'État, comme par exemple Waldeck-Rousseau, Paul Bert ou encore Eugène Etienne. Si les années qui suivent sa mort voient de nombreuses crises comme le boulangisme et l'affaire Dreyfus, la plupart de ses disciples restent fidèles à la République, au droit et à la justice. Par ailleurs, les hommages vont se perpétuer jusqu'au début du XXe siècle. Ils ont notamment lieu à Sèvres, à la Maison des Jardis, dont l'État devient propriétaire en 1892. 20 ans plus tard, c'est le président Raymond Poincaré qui vient à son tour honorer le père de la République. Sa visite est alors organisée par un jeune historien répondant au nom de Marc Bloch. Si de nombreuses rues, avenues et places portent aujourd'hui le nom de Gambetta, 4 monuments ont été érigés en son honneur. Le premier se dressait dans sa ville natale de Cahors à partir de 1884, jusqu'à son enlèvement par le régime de Vichy qui souhaitait en récupérer le bronze. Un deuxième monument se dressait à Paris depuis 1888, place du Carrousel du Louvre, mais il n'en reste aujourd'hui qu'un vestige dans le square Édouard Vaillant, après que les bronzes aient été prélevés aussi sous l'occupation et que les réaménagements de 1954 aient détruit le monument. À Nice, une pyramide de fleurs est installée jusqu'en 1909. La visite du président de la République, Armand Fallières, voit l'inauguration d'un nouveau monument, mais lui aussi est victime du régime de Vichy. Il reste cependant le mausolée consacré à Gambetta au lieu même de son inhumation, également inauguré en 1909. Enfin, le dernier monument est toujours visible. Adossé à la Maison des Jardis de Sèvres, il est réalisé par le sculpteur Bartholdi, financé par une souscription de villes alsaciennes et inauguré le 8 novembre 1891. Le monument abrite alors le cœur de Gambetta, confié à Paul Bert le 2 janvier 1883. Celui-ci est transféré au Panthéon le 11 novembre 1920, le jour même de l'inhumation du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, dans un rituel définitivement républicain. Par la suite, les hommages se raréfient à mesure que les proches de Gambetta s'éteignent à leur tour. Seuls 1932, pour les 50 ans de sa mort, et 1938, pour les 100 ans de sa naissance, sont l'occasion de grandes cérémonies. Depuis, la commémoration est plus discrète, même si, à Sèvres, les monuments nationaux entretiennent toujours les jardis, un lieu chargé de mémoire, dédié à celui qu'on désigne souvent comme le père de la République. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Elle a été réalisée en collaboration avec Simon de la chaîne L'Atelier d'Histoire, lui aussi membre du label Hérodote. Les liens vers sa chaîne et le site de l'association sont en description. Nous avons eu la chance d'être aidés par le Centre des Monuments Nationaux, qui nous a autorisé à tourner au Jardis, la maison de Gambetta située à Sèvres-Ville d'Avray, dans les Hauts-de-Seine. Les liens sont également en description, encore merci à cette institution. Comme toujours, vous trouverez sous la vidéo les sources et les musiques utilisées cette fois-ci, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux dans le cas où vous voudriez suivre mon travail de plus près. Merci enfin à Chloelza et au commandant Ploupovic qui me soutiennent financièrement sur KissKissBankBank. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi encourager mon travail, que ce soit sur cette plateforme ou via les souscriptions YouTube.
On se revoit bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous salue bien et je vous dis à la prochaine.